Et Patrick Chenet, vous nous faites commencer votre visite de tous les théâtres parisiens alors qu'il y a une entrée de spectacle. Oui, j'aime bien le public, j'aime bien quand le public est là. Ah oui, vous êtes accro au public, vous êtes comme tous ces acteurs. Comme beaucoup d'acteurs, parce qu'il n'y a pas de public, il n'y a pas d'acteurs, c'est connu. Bonjour messieurs, dames, bonsoir. Bon spectacle. Et quand il n'y a pas d'acteurs, il n'y a pas de public non plus. Non, c'est vrai, faut le savoir. C'est vrai qu'une scène vide, ce serait bizarre. Voilà, alors là on est rue de la Gaîté, donc c'est la Gaîté Montparnasse. Oh là, eh ben, je ne vous ai pas présenté Riyad. Ça commence bien cette émission. Ah oui, un cascadeur aussi. Il a un ticket. Donc voilà, donc là, on était à la tête Gaîté Montparnasse avec des poteaux. Montparnasse, quelques poteaux, il y en a d'autres ici. C'est vrai, alors on va c'est le théâtre à Riyad. C'est le théâtre Montparnasse. D'accord. Il faut savoir que c'est la rue de théâtre ici. Il y a 6 théâtres sur à peu près 200 mètres. Ouais. Alors, et vous avez joué dans tous? J'ai joué dans ceux-là, dans les deux là. C'est les deux plus importants, c'est les deux mythiques, les deux historiques. Vous êtes un Il y a acteur Bobino important. aussi, mais comme je ne suis pas chanteur, pas encore. Ah oui, c'est vrai. Donc, c'est jamais un peu la chansonnette? Si, dans des films je chante souvent, mais enfin je ne suis pas vraiment chanteur. Mais là, faire un tour de chant, c'est pas... Donc là, c'est le théâtre Montparnasse, où j'ai dû jouer 3 pièces, je crois. C'est un magnifique théâtre, où le rapport avec le public est absolument exceptionnel. Ouais. Et par là, on va aller par là. Ah oui, là, il y a le petit. Et là, c'est le petit Montparnasse, qui est planté au milieu de jardins. Bon, on va aller le voir. Et le petit aussi, vous avez joué dedans? Oui, j'ai joué partout, moi, monsieur. Il y a 130 théâtres dans Paris, paraît-il. Oui. Vous pensez que vous en avez fait combien? J'ai joué beaucoup plus que 130 fois en tout, vous savez. Oui, non, mais vous n'avez pas joué plus de 130 pièces quand même. J'en ai joué au moins la moitié, oui. Ouais, c'est ça. La moitié, oui, quand même. Ouais. Ah, ça en fait. Ouais, ça commence. Et est-ce que c'est vrai qu'il y a des salles qui sont meilleures que d'autres? Oui. C'est un truc de... oui, non, c'est sûr. Par exemple, le théâtre Montparnasse, c'est une salle exceptionnelle. Il y a un rapport avec le public qui est Mais ça, c'est votre avis ou c'est l'avis de tous les... Non, c'est un avis partagé. C'est un avis partagé avec tout le monde, c'est pas un avis isolé. Excusez-moi, vous m'emmenez dans un coupe-gorge ou quoi? Ah oui, c'est un peu le théâtre, c'est le coupe-gorge. Alors madame, non ça va, il y a du monde. Ah oui, et là il y a un petit. Je croyais que... Alors voilà, c'est interdit au public, ça fait rien. Ah c'est pas grave, vous y allez quand même? Oh ben, vous savez, je suis un... Bonjour. Je suis un acteur... Allez. Ben, je vous suis alors. Oui. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors ici c'est les coulisses, c'est le petit Montparnasse, c'est planté au milieu de... Il y a le cimetière qui est là, puis là il y a... les jardins. Juste à côté du... Voilà, donc c'est les jardins au milieu de la ville. Ah oui, d'accord. Voilà, donc c'est... Ah, on est vraiment... Et donc là, on est là, et vous entrez par ici, oui. Les loges, oui, c'est par ici, oui, les coulisses. Ah, on peut dire qu'on est à Montparnasse. C'est la tour, il n'y a pas de doute. C'est la tour. Pas de doute. C'est la fameuse tour Montparnasse. Oui, paraît-il que la plus belle vue, c'est de là-haut. Bonsoir. On est avec Patrick Chenet, il voulait nous montrer, parce qu'il est venu jouer ici, il voulait nous montrer les coulisses. Oui. Merci beaucoup, monsieur. Pardon, on s'en va. Oui, bien sûr. Pardon, désolé. Il n'y a pas de mal. Non, c'est eux, ils ne préviennent jamais. Vous me faites avoir des problèmes, vous m'avez dit on peut rentrer. Non, mais je rêve. Ça, vous l'avez cherché. Moi, je ne voulais pas y aller, vous aussi, allons-y quand même. C'est quand même vous qui avez bougé la chaîne. Hein. Attention, Riyad, parce que vu ce que tu m'as fait il y a 5 minutes... Ah bon. Ah oui. Et... Voilà, alors c'est quoi les pires salles? Vous pouvez refuser une pièce si la salle ne vous convient pas? Ou non, faut pas déconner. Ah bah si la salle... Non, il faut vraiment... Bah, le théâtre, oui, a une importance, mais si on propose de jouer dans une pièce, une salle perdue au fin fond de... Et que... Non. Pardon, parce que c'est pas simplement la... Comment dire, l'esthétique de la salle ou l'importance de la salle, c'est aussi ce que représente le théâtre. Si c'est un théâtre où il y a un public, ou si c'est un théâtre où... Si on connaît l'existence du théâtre, parce qu'il y a beaucoup de théâtres à Paris qu'on ne connaît pas, ou très peu. Voilà, donc tout ça joue dans les décisions à prendre. Ouais. Ça peut compter. Il y a beaucoup de choses qui font qu'on décide ou non de jouer une pièce. Celui-là n'est pas le plus important, mais quand même ça compte. Bien. Si on vous propose une pièce au théâtre Montparnasse, c'est plus excitant que de jouer au théâtre
Voilà. Allez-y, dites une méchanceté sur un théâtre. Rien ne me vient. Vous êtes entendu là, vous avez senti que vous alliez dire Ouais. un truc pas sympa. Ouais. Et je me Non, demandais, mais un petit théâtre de quartier perdu au fin fond, j'ai rien contre le théâtre de quartier, c'est formidable que le théâtre. Hein. Mais voilà, ça peut peser dans les décisions. Quoi. on se met à l'entracte, paraît-il que Allez, à c'est une l'entracte. institution ici. Ouais. Vous mettez là Allez, je me mets là. Parfait, formidable. Et je me demandais, un comédien comme vous, Ouais. on vient le chercher, il faut toujours qu'il cherche des rôles. Comment ça se passe? Vous avez un agent qui va chercher des rôles pour Non, vous? non. L'agent, il se contente, il discute les contrats. D'accord. Il contrôle le respect des contrats, etc. Pour le reste, non. Bonsoir monsieur. Ah voilà. Parfait. Tout de Non, suite, non, on pour se le désaltère. reste, on s'adresse à moi directement. On passe par mon agent. Si on n'a pas mon adresse ou si on veut m'envoyer des choses à lire ou des scénarios, des pièces, oui, on l'adresse à mon agent qui fait suivre, si vous voulez. Mais c'est ça, c'est un postier. Mais on vous propose combien de pièces par an? Parce que globalement, vous en faites une ou deux par an? Ouais, je sais pas. Oui, mais ça dépend. C'est très Et oui, mais divers. quand on n'est pas Dans du mon milieu, on ne peut propos, pas savoir oui, comment ça se passe, comment se fait un non, mais lien avec un... je suis en train de vous expliquer. Ah oui, c'est vrai. Alors, si vous voulez m'écouter, peut-être que vous en saurez un peu plus. Attention, Patrick, on peut s'engueuler, hein, s'il faut. Ça peut partir très vite. Ah ouais. Non, mais allez, on trinque d'abord. On trinque à l'eau, mais on trinque on quand même. trinque, allez. Comme ça, on se réconcilie immédiatement. Voilà. Non, oui, j'en reçois des pièces, j'en reçois beaucoup qui sont pas toujours très bonnes et d'autres que je lis, j'aime bien lire et je me débrouille pour faire des lectures avec des amis acteurs et pour entendre la pièce, pour entendre comment ça sonne, comment ça réagit, et voilà, et là prendre des décisions. Et puis aussi, c'est une façon de faire voir aux producteurs, aux directeurs de salle, de leur faire une petite lecture pour qu'ils aient une idée de ce que ça peut être et s'ils suivent ou pas. Voilà, il y a tout ça. Est-ce que quand vous... Est-ce que vous voulez en savoir encore un peu plus ou là vous êtes... Ah bon, on est quand même parti pour 2 heures ensemble, donc là, on va y aller doucement. Alors. Ouais, pas trop. On va pas en trop garder vite. sous le pied. Ouais. Ah, vous me dites quand vous accélérez. Que je vous Vous suive. allez voir. Ouais. Ah oui, ça dépend. J'ai de l'entraînement. Hein. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Quand vous avez, on vous propose une pièce, est-ce que parfois, alors oui, c'est un boulot extraordinaire, mais est-ce qu'on a toujours le feu sacré quand on a joué plus de 60 pièces? Ou il y a des fois, on y va un peu en se disant, bon, faut bosser. Non, parce que ce qui est génial dans ce métier quand même, c'est qu'à chaque fois, c'est une aventure différente. Et même si on a de l'expérience, ce qui est mon cas, on a toujours la sensation d'être tout neuf et de redécouvrir et de rien Tout le savoir. temps. Enfin, on a quand même quelques heures de vol derrière soi, donc ça peut aider. Il faut se méfier de trop d'expérience aussi. Il ne faut pas que l'expérience prenne le pas sur la fraîcheur et tout ça. Quoi. Et parfois, on se dit pas, bon, tiens, allez, je vais faire un rôle, et puis, mais on a du mal à l'investir complètement. Est-ce que ça a pu vous arriver? Non, tout le temps. Il y a des moments où on peut se poser des questions sur les pièces qu'on a décidé de faire, qu'on trouve parfois mystérieuses. Vous savez, une pièce ne délivre pas ses secrets tout de suite, si je peux dire. Une grande pièce. Les chefs-d'œuvre, souvent, sont difficiles à expertiser. Donc, il n'y a pas d'évidence tout de suite. Il faut aller chercher le... Oui, c'est pas. Souvent on dit je lis 3 lignes, j'ai su que c'était un chef-d'œuvre. C'est pas non, tout à fait comme ça. Non, les grandes pièces, souvent, c'est pas ça. Alors que les pièces plus faciles, on comprend tout de suite de quoi il s'agit, comment ça marche et tout ça. Et ça peut être très bien aussi, hein, mais une grande pièce, souvent, ne dévoile pas tout de suite ses secrets. Il faut aller les chercher, il faut aller les déchiffrer. C'est ça qui est intéressant aussi. Quelle est la différence entre le comédien de 20 ans que vous étiez et le comédien d'aujourd'hui? Il y a 60... non, peut-être pas quand même. Là, le calcul, 50, je le vois. Non, je vais vous le dire. C'est que de l'expérience ou il y a de la technique? Parce que la technique, c'est un mot qui vous énerve un peu, je crois. Non, mais la technique, pour un acteur, la technique, c'est pas de faire des exercices de diction ou de voix, de ça, ça sert à rien. C'est du pipeau. Non. Ce qui est important, c'est la technique pour un acteur, c'est la vie. C'est apprendre la vie. C'est traîner, c'est aimer, c'est souffrir, c'est faire le tour du monde, c'est rencontrer des gens, s'engueuler, se marrer, regarder, observer.
Et puis voilà, c'est un peu son matériau sur lequel on peut travailler que de l'expérience. D'expérience de la vie, mais même pas l'expérience du théâtre. Mais non, il y a les deux. Vous savez, quand on avance dans la vie, on avance dans la vie. Oui. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Bah là, je vous suis. Ouais. Quand on avance dans la vie, là, la palisse n'aurait pas dit les expériences de la vie comptent aussi, évidemment. Mais les expériences de la représentation théâtrale ou de la façon de jouer une œuvre ou d'interpréter une œuvre devant un public, ça, c'est l'expérience, c'est ce que j'appelle les heures de vol, c'est l'expérience, c'est faire et refaire. Au bout d'un moment, on sait à peu près, pas toujours, heureusement, on en découvre tout le temps, mais on sait à peu près comment ça peut marcher. On a en tout cas une vague impression, une vague sensation de comment il faut faire. Alors qu'on ne débute pas du tout, on est comme un enfant qui est pur, qui vient de naître et qui se jette dans le bain. Est-ce qu'au théâtre, plus que dans tout un tas d'autres métiers, plus on avance en âge, plus ça devient intéressant? J'ai entendu Michel Bouquet qui disait ça, parce qu'il y a des grands rôles, parce qu'il y a encore des choses à faire et qu'on n'est pas sur la touche au théâtre quand on vieillit. Oui, ce qui est important quand on vieillit, quand on a de l'expérience comme moi, hein, c'est que on peut approfondir de plus en plus et aller plus loin dans les œuvres, dans les pièces qu'on joue. On découvre, on a la capacité de découvrir à chaque représentation quelque chose de nouveau sur lequel on peut appuyer. Et quand on est jeune, non, quand on est jeune, on essaie de jouer le mieux possible. Et puis, voilà, avec l'expérience, on a la capacité, oui, d'approfondir, de découvrir, de tous les soirs. C'est Bouquet qui disait ça, c'est qu'il jouait parfois 600 ou 700 fois les pièces. C'est vrai que Bouquet, moi je l'ai vu, et c'était un peu, je l'ai vu jouer 80 fois de suite, Pauvre Butos. C'est vrai que chaque soir, la pièce était la même, le personnage était le même, sauf que la façon d'y arriver était différente tous les soirs. Ça, j'ai découvert, c'était passionnant à regarder. C'est-à-dire que c'était la vie, quoi. La vie et la maîtrise, les deux. La façon d'empoigner la vie pour en faire un objet théâtral, le mot est un peu au-dessus de ma condition, mais quelque chose de théâtral pour le restituer. C'est un créateur, Bouquet, comme beaucoup d'acteurs d'ailleurs. Hein. Et ça, c'est passionnant, mais c'est l'expérience qui vous permet d'arriver à ce niveau-là. Quand on arrive sur scène, on a un acteur. Est-ce que c'est un acte de profonde immodestie parce qu'on vient transmettre un texte, parce que justement on vient être soi-même et on vient se montrer, ou c'est un acte profond de modestie parce qu'on vient transmettre un texte? Modestie, je ne suis pas sûr. C'est-à-dire que c'est un truc un peu dangereux, entre guillemets, mais la première fois on joue une pièce, on ne connaît pas grand-chose de la réaction, de comment la pièce va être vécue par le public, par les gens, par nous-mêmes sur scène. Parce qu'il y a aussi le phénomène de la représentation. Il y a une adrénaline différente, c'est-à-dire que quand on répète, on creuse, on travaille, on met en place, on met en scène, on creuse, enfin tout ce qui est le travail des répétitions. Et après, quand le public est là, il y a le phénomène de la représentation qui est un truc particulier. Au football, je crois que j'ai entendu un grand joueur de football dire ça, c'est l'adrénaline de la compétition. Ben, c'est un peu ça, on est dans un état particulier. Alors il y a le trac, bien sûr, il y a une forme d'angoisse. Et puis il y a quelque chose de particulier où il y a quelque chose qui transcende. Le fait vous savez, on dit se jeter à l'eau, mais il y a quelque chose qui accélère, qui fait démarrer un état particulier, qui est l'état de l'acteur. L'état de l'acteur dans tous ses états, si je peux dire. Mais l'acteur dans tous ses états. Est-ce que l'acteur peut oublier l'homme qui est derrière et qui aime être vu, être regardé? Ou est-ce que non, c'est juste un passe? Oui, mais c'est ça la question. Est-ce que quand vous arrivez sur scène, vous dites, voilà, je suis Patrick Chenet, d'une certaine manière, c'est un raccourci, regardez-moi. Quand j'arrive sur scène, je me présente, je dis bonjour, je suis Patrick Chenet, si vous pouviez m'applaudir, ce serait sympa. Oui, tous les soirs, je fais ça. Et ça marche?
Ah oui, standing ovation. Non mais Oui, parce qu'il peut y avoir ces deux manières d'apprendre. À partir du moment où on se présente à 600, 800 ou 200 ou 1000 personnes pendant 2 heures pour exprimer quelque chose, il y a une forme obligatoire de narcissisme. C'est obligé. Oui. On ne peut pas faire ça sans être un peu ça, ou même beaucoup. Oui, donc je réponds oui. Même si on n'a pas l'air, ce qui est mon cas. Mais je pense que je suis un peu comme tous les acteurs. Comme tous les gens qui ont un travail public, comme vous par exemple. Vous avez un travail public, vous. Oui. Tous les soirs, pendant 2 heures, vous êtes en direct, vous devez poser des bonnes questions. À Patrick Chenet, par exemple, c'est pas toujours ça. Ouais. Vous y arrivez, plus ou moins bien. Mais quand même, vous êtes Ça fait content qu'un quand quart vous y d'heure, on arrivez. verra dans 2 heures, Patrick. Non, mais il y a une forme aussi de... Il faut que vous fassiez bien, il faut que vous posiez les bonnes questions. Vous m'aviez dit tout à l'heure, avant de commencer, vous aviez un peu d'impression. Donc, vous voyez. Oui. Ouais, terrible. Voilà. Non mais c'est vrai, il y a une petite boule dans le ventre qui fait du bien. Oui. Donc ça veut dire que vous vous jetez dans quelque chose qui est de l'ordre de la représentation, Oui. de l'ordre du spectacle, un Oui. show. C'est un show ce qu'on fait en ce moment. Et que donc il y a une forme de narcissisme, un petit peu, je pense. Ouais. Même si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Est-ce que vous avez une crainte peut-être, on parlait de l'âge de l'avant, vous avancez dans votre carrière, une crainte de, un jour, d'être obligé de descendre de scène. Vous y pensez des fois ou non? Descendre de scène, ça veut dire quoi? Ne plus pouvoir retenir un texte, ne plus pouvoir oui. être C'est ce qui physiquement va m'arriver en un place. jour ou l'autre. Oui, c'est sûr. Puis un jour, je vais mourir, vous savez ça. Donc là, je ne pourrai plus du tout faire de théâtre, ni de cinéma. Ben oui. C'est une question qu'on peut commencer à se poser à partir d'un certain âge. Est-ce que... J'en suis pas encore là. Mais je sais qu'un jour, ça va venir, petit à petit, je pense. Et puis il va y avoir un jour une évidence où je vais me dire, bon, là, ça va, il faut raccrocher les gants, il faut arrêter tout ça. Ça va être triste. Oui. Parce que voilà, on a vécu quand même 60 ans, j'aurais vécu, oui, le théâtre, le cinéma, tout ce qui fait le métier d'acteur. C'est pas un métier comme un autre, on part pas à la retraite à 64 ans, Non. comme tout le monde. D'ailleurs, oui, acteurs, mais enfin les peintres non plus ne partent pas à la retraite, ni les écrivains, sauf s'ils ne peuvent plus peindre, ou s'ils ne peuvent plus écrire, ou s'ils ne peuvent plus parler. Et ce qui fera la décision, ce sera obligatoirement que vous ne C'est pouvez moi qui le plus. sortira. Comment? C'est moi qui le sortirai. Un jour, je me lèverai en disant, oh là. Donc, mais on peut parler d'autre chose quand même, là, on va pas... Ah bah oui. Vous voulez parler de quoi? De moi, mais pas comme ça. Allez, on avance dans la rue, Allez. dans cette fameuse rue de la Gaîté. Oui, alors c'est une rue, c'est la rue du théâtre. Vous avez le temps, vous, d'y aller encore au théâtre ou pas? Pas tellement, je vais voir des amis de temps en temps, oui. Mais je vais pas tellement. Je vais voir Sarah de Bergerac, là. Ouais. Et, Parce que ça peut être une source d'inspiration quand même de voir ce que font les autres. Non, ça peut, pas d'inspiration, ça peut donner envie quand c'est bien. On dit tiens oui, allez, j'ai envie de remonter sur scène parce que là c'était bien. Ça donne envie quand on s'est éloigné du théâtre pour tourner par exemple, pour un tas de raisons. Ça peut redonner une espèce de petit coup d'accélérateur. Voilà. Et puis peut-être de voir, de se mettre à la place du spectateur. C'est pas évident. Vous avez plus été au théâtre en tant qu'acteur qu'en tant que spectateur. Ah oui, ça c'est sûr. Bah oui. Oui, non, on est un spectateur comme un autre. Et oui, c'est agréable d'être spectateur. C'est agréable de jouer le rôle du spectateur. Ouais. C'est un rôle tranquille, mais en même temps qui demande un peu de concentration et un peu de générosité parfois. Alors ici, c'est Bobino. Si on chante. Ici, on chante. Alors ici, j'ai vu Brassens, j'ai vu Nougaro, j'ai vu Pierre Perret. Oui, monsieur. J'ai vu Brassens. Je suis un peu jaloux. Et ici, c'était un endroit mythique qui s'appelait la Belle Polonaise. Et tous les chanteurs venaient ici après le spectacle, le public dînait ici à la Belle Polonaise, à la Belle Pau. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Je vais à la Belle Pau. Là, maintenant, c'est fini depuis très longtemps. Là, c'est la comédie italienne.
Donc c'était un ancien commissariat de police qui est devenu la Comédie Italienne. Et on ne joue que des spectacles d'auteurs italiens. C'est vrai? Ah oui. Goldoni, ou de, tout ce qui est Commedia dell'arte, tout ça, mais c'était un endroit un peu mythique aussi. Ah ouais. C'est chouette. D'après Goldoni. Ouais, voilà. S'il devait y rester une seule pièce, la plus grande pièce que vous ayez jouée, vous dites celle-là, c'était incroyable. Il y en a forcément une. Difficile à dire, c'est très difficile. Ah, je sais que c'est c'est difficile parce que c'est au croisement de ce qu'on est comme homme dans la vie, du succès, d'un plaisir qu'on a. Parfois on peut avoir beaucoup de plaisir, que c'est pas un succès, le plaisir est pas énorme. Alors ça ce qui rassemble le plus de tout ça. Alors, oui, c'est pour ça que c'est difficile à trouver. Ouais. Non mais par exemple, j'ai toujours un grand souvenir parce que c'est un chef-d'œuvre du mariage de Figaro. Alors voilà. Ah bah tiens. Une pièce, quand on la lit à décrypter, c'est pas facile, c'est compliqué. Mais en fait, c'est un chef-d'œuvre et quand on le joue, chaque mot porte, chaque réplique a une force dramatique incroyable. Et voilà. Ça, c'est vraiment une comédie française. On se sent léger, on se sent amoureux, on se sent pris. Les mariages de Figaro, on se sent bien quand on joue cette pièce. Alors voilà, ça, c'est le théâtre Rive Gauche aussi. C'est Éric Emmanuel Schmitt qui dirige ça. Et ici, la rue de la Gaîté, avant, c'était une rue malfamée. Il y avait des sex shops. Ici, c'était un cinéma porno avant. Ah bon? Ouais. C'est un cinéma porno qui avait pignon sur rue, si je veux m'exprimer ainsi. Et il y avait beaucoup de prostituées, Et je sais que j'ai une compagne qui habitait Montparnasse et ses parents disaient qu'il ne fallait pas qu'elle passe par la rue de la Gaîté parce que c'était mal famé. Alors que maintenant, c'est devenu au contraire... branché. Non, pas branché, mais un rendez-vous. Bon, là, il fait froid, c'est lundi, c'est l'hiver, mais un rendez-vous, il y a beaucoup de jeunes, il y a des grandes terrasses tout le long de l'année. C'est un rendez-vous, quoi, un rendez-vous de jeunes gens qui viennent boire des coups, c'est très sympa, très vivant. Il y a des restaurants tous les 2 mètres. Et il y a des théâtres, c'est vraiment l'endroit de Paris où il y a le plus de théâtres. Sur 200 mètres, il y a 6 théâtres. C'est fou. Puis pas n'importe quel théâtre, entre Bobino, Montparnasse, la Gaîté et tout ça, c'est quand même du très lourd. Alors je vous ai demandé la pièce à garder, si vous deviez vous souvenir d'un seul comédien. Vous en gardez un seul avec qui vous avez joué, vous dites celui-là il était quand même incroyable. Ah, je suis tenté de dire Michel Bouquet. Hein. Ah oui. Et comédienne? On en revient toujours à Michel Bouquet. Comédienne, attendez, il faut que je cherche un peu. Au cinéma, Fanny Ardant. Ah, vous ne prenez pas n'importe qui? Non, c'est une grande actrice. Une actrice formidable. Et un comédien avec qui vous ne voudrez plus jamais tourner? C'était catastrophique. Non, franchement, rien ne me vient. Ah, vous êtes langue de bois en fait. Ouais. Oui, parce que je sais qu'il y a forcément un type avec qui ça s'est... essayez de vous faire mal. Non, c'est bon, ça passe. Il y en a forcément un, si, dans le privé, quand vous êtes entre copains, vous dites « Non mais alors lui, il m'a fait chier. C'était un enfer. » Non, pas au point de ne plus vouloir jouer avec lui, non. Il y a des gens avec qui on s'entend plus ou moins bien, mais rien ne me vient de... C'est ça la voiture? C'est ça le véhicule. On y va? Ah oui? On se met au chaud? Hop. Alors, n'y voyez pas une impolitesse, je passe devant pour aller de l'autre côté. Allez-y. Comme ça, vous pouvez vous mettre ici. Ah, mais on est mieux ici qu'en face. Et je vous présente Guillaume, notre chauffeur. Bonjour Guillaume. Alors, vous avez un peu d'eau sur votre gauche, hein, si vous voulez boire un coup. Ah, on m'a dit que vous n'étiez pas langue de bois, vous ne m'avez pas répondu, je suis étonné. Ah non, mais non, parce qu'aucun nom ne me vient, ça veut dire que Si, alors, puisque vous voulez du sensationnel, vous voulez du croustillant, vous voulez Rien ne rit pas, le théâtre Montparnasse, là, oui. où on vient, que je vous ai présenté, ouais. Il y a quand même un soir où j'étais jeune acteur. Vous voulez du baston, vous allez en avoir. Il y a un soir où j'étais jeune acteur, et
Il faut mettre les ceintures. Ouais, je vais mettre la ceinture quand même. Je sais pas où elle est. Allez. Et Guillaume, est-ce qu'on peut mettre un peu de lumière dans le véhicule? Ça serait super. Merci. Et Suspense. Non, simplement, il y a les gens à qui c'était au théâtre Montparnasse, dans la grande salle, un théâtre mythique, un théâtre historique, où apparemment la pièce que je jouais ne plaisait pas à certains spectateurs qui le faisaient sentir. Donc à un moment, je me suis arrêté et je leur ai dit, j'ai dit lumière dans la salle. Le régisseur, qui était plus pensionnaire du bistrot que n'était pas là. Donc j'ai continué en leur disant, vous êtes dans le noir, c'est très courageux, venez sur scène qu'on vous voit. Et le mec me dit, viens là toi. Donc j'ai sauté dans la salle, oui, dans le public, j'ai couru, j'ai soulevé le type, j'étais jeune, hein, jamais plus je ferais un truc pareil. Et j'ai donné un coup de boule. Et on a arrêté le spectacle. Sur scène, c'est un truc un peu honteux, hein. J'ai honte de le dire en direct à la télévision, pas à une heure de grande écoute. Mais non, vous voulez du croustillant, voilà, vous en avez. Voilà. Et j'ai donné un coup de boule léger, hein, parce que c'était plus le geste était fort, mais l'impact, non. Voilà. D'autres questions? Oh, j'ai jeté un froid là. Ah, mais j'étais un froid. J'avais 25 ans, j'étais très énervé, j'en suis désolé au premier. Mais ceci dit, ça marchait pas très fort. Mais tous les gens après. Ah oui, donc après je suis remonté sur scène. Ouais. J'étais dans un tel état de nerfs, parce qu'on est dans un état dans ces cas-là. Hein, on n'est pas. J'ai commencé à dire au public, alors je suis obligé de faire la police, vous pouvez pas, etc. Et là-dessus, le régisseur qui entre-temps était rentré, a fermé le rideau, qui est un rideau à l'allemande qui se ferme de haut, de haut en bas, que j'ai reçu sur la tête. Les gens ont ri et ont applaudi. Ouais. et après, quand même, tous les gens sont venus me voir. Hein. J'ai jamais vu autant de monde en coulisses que ce soir-là, dans les loges, pour me féliciter en disant que j'avais eu raison, etc., pour me dire, mais c'est pas grave, tout va bien. C'est exactement ce qu'il fallait faire et tout. Voilà. Est-ce que quand on vous pose des questions, vous allez à la télé ou vous donnez des interviews, vous faites attention? Attention à quoi? À ce que vous dites particulièrement. Attendez. Hop. Non, vous êtes à côté de la... Elle est là. À côté de la plaque. Bon, merci. À côté. Non, vous n'êtes toujours pas dedans. À côté, c'est pas dedans. Ça y est. Des souvenirs. Ouais. Bon. Ouais. Est-ce que je fais attention? Non, la preuve, vous croyez que ça se raconte des trucs comme ça? Non, c'est honteux. C'est honteux en même temps, il y a quelque chose d'un peu... un peu western, carrément. Cow-boy, un peu justicier. L'esprit français, quoi. Voilà. Ouais. Non, parce que aujourd'hui, j'ai l'impression que tous les artistes, nous, tous ceux qu'on reçoit, ils viennent, ils se prennent des pincettes sur tout ce qu'ils disent, ils font attention, parce qu'ils savent que ça va être repris, qu'ils vont se faire reprendre par un autre artiste. Non, moi je m'en fous, moi. Non, franchement, hein. Ouais. Moi je m'en fous, c'est repris, ça fait rien. Je vais pas aller en prison. Si. Ah, peut-être. Faut que je fasse gaffe quand même. Moi, j'en sais, c'est pas moi qui ferai le procureur. Ouais, mais vous êtes le genre à me dénoncer, vous, peut-être. C'est Ryan, hein, c'est lui qui filme. Moi, Parce que, non, mais pourquoi je vous demande ça? Parce qu'il y a une histoire, vous avez une sortie sur Depardieu. Et alors là, j'ai vu le déchaînement. Parce que vous avez dit que Depardieu méritait, comme tout le monde, la présomption d'innocence. Oui. C'est bête que ça. Oui. Vous n'allez pas aller en prison pour ça, mais alors derrière, vous avez dû répondre de vos actes. Non, mais je m'en fous. Oui. Non, je n'ai pas répondu du tout. Non, je m'en fous. Non. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On me pose des questions sur... Je réponds ce que je pense être ce qu'il faut répondre. Maintenant, on est condamné avant d'avoir fait quoi que ce soit, quoi. C'est ça. Bon, alors, on va reprendre les mêmes vieux trucs. La justice est trop lente, que c'est maintenant la justice médiatique ou le lynchage médiatique ou le commentaire qui fait la loi. Non. Si c'est ça, alors ça va devenir la jungle très vite. Hein. Je vais dénoncer mon voisin parce que voilà, on n'en sort plus. C'est une espèce de tyrannie, c'est une forme de tyrannie, de totalitarisme. Donc c'est contre ça que j'avais osé sur BFM dire qu'il faut peut-être attendre que
que la justice fasse son boulot et respecter un vieux truc qui marchait très bien avant, qui était la présomption d'innocence. Effectivement, ça a déchaîné. Mais tant pis pour eux, le problème c'est eux, c'est les gens qui se déchaînent contre ça. C'est ça le problème. C'est qu'il y a quelque chose qu'il faut régler, qui ne sont pas réglés chez eux. On peut défendre des causes en ayant une espèce d'attitude forte. Là, c'est pas le cas. C'est le petit bras. Quoi. Pourquoi petit bras? Parce que... Quoi? Pourquoi vous dites petit bras? Enfin, là, je parle des déchaînements des certaines catégories du personnel. Non, mais vous pensez qu'il faudrait le faire avec une plus grande hauteur d'esprit, hauteur d'âme et plus... On peut ne pas être d'accord, mais... Non, le lynchage, le déchaînement, l'hystérie, c'est pas mon truc. Ça me plaît pas. Je me sens mal à l'aise avec ça. Et je sais que pour le moment, c'est pas mon problème. Ça va peut-être devenir un jour, j'en sais rien. C'est le problème de tous ces gens-là. C'est eux qui sont dans les problèmes, qu'ils essayent. Il y a des problèmes dans la société. La société évolue, la société change. C'était avance. Mais cet esprit pseudo où tout doit passer à la moulinette du média ou du commentaire, ça ne me va pas du tout, non. Moi, j'aime pas les commentaires. Vous savez, on vit dans une société de commentaires, les chaînes d'infos, les réseaux sociaux, tout ça. Tout le monde commente, tout le monde commente le commentaire. Au bout d'un moment, c'est fatigant, c'est pas fatigant, moi ça ne m'intéresse pas, je ne regarde jamais, je ne suis pas du tout là-dedans. Mais c'est une perte de temps, et puis il y a tellement de choses à écouter, à voir, à lire, perdre du temps à écouter ça, à regarder ça. Et les gens qui sont sur leur truc, ils regardent alors qu'il y a la deuxième symphonie de Mahler à écouter. Franchement, c'est quoi le problème? Oui, il vit comme ça. Hein? On descend? Lieu mythique, là, attention. C'est du chef. Ouais. Hop, on y est. Lieu mythique. Attention, Riyad. Je m'inquiète pour lui ce soir, je le sens pas en forme. Ouais. On est là, on est là. Ah, l'Arlequin. Ouais. Pourquoi vous vouliez venir ici? Parce que c'est un cinéma d'abord. Ici, un cinéma que j'aime bien, je vais souvent. C'est un cinéma d'auteur grand public. J'aime bien ce... Auteur grand public. Ouais. C'est des films personnels, des films qui peuvent plaire au plus grand nombre. C'est ça que j'aime bien, c'est ça que je recherche dans le cinéma. Moi, comme spectateur, ici, c'est le style de la maison. On entre alors. Voilà, bah allons-y. Allez, je vais tirer. Bonjour. Bonjour. Là, la grande salle, elle est géniale. On se sent bien dans cette salle. Il y a une histoire dingue ici. Il paraît-il qu'il y a une époque, il n'y avait que des films soviétiques. Ah Ici. bon? Ouais, Ça, dans les années 80. Oui. L'Arlequin. Ah oui, on peut se mettre là-bas. Et on va essayer d'aller jeter un œil à la salle numéro 1, mais je crois que pour l'instant, il y a... Elle est là, je crois. On essaie de voir cette salle? Bah oui, c'est la salle numéro 1. Elle est géniale, cette salle. Oui. Non, c'est pas... Il n'y a personne. Ah ouais. Ouais. C'est vachement Génial. Ah, la projection est... Faites voir si on est Donc bien là, installé. je regarde souvent dans cette salle et je regarde, je regarde des films, des films où le metteur en scène est un artiste souvent, un créateur. Et voilà. Vous allez voir vos films en salle ou pas? Mes films? Ouais. Non.
Les films, On je vous les les vois. montre dès que vous les avez tournés Je vais en ou- projection, oui. Oui, en projection. Oui, oui, je vais les voir. Ça fait quoi de voir sa tête en énorme? La première fois, maintenant j'imagine que vous êtes habitué, mais... Ça dépend. Non, la première fois, on a tendance un peu à voir tous les défauts du film et les siens. Et il vaut mieux le voir une deuxième fois plus tard, quand on est débarrassé de tout ça. Non, c'est tout. Vous savez, c'est pareil. Il y a une espèce de routine presque qui s'installe. En même temps, chaque fois, c'est une aventure différente. C'est une aventure artistique, bien sûr. C'est une œuvre, c'est des personnages différents. C'est aussi une aventure humaine. C'est rencontrer des gens, c'est voyager, c'est explorer plein de choses. Donc, quand je dis routine, en fait, c'en est pas une. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit routine. Pourquoi me fait dire routine? Moi j'ai rien dit, hein. Ah bon. Vous êtes allé tout seul. Et donc, Mais est-ce que vous êtes parfois surpris de ce qu'a fait de vous le réalisateur? Parce qu'au théâtre, d'une certaine manière, vous donnez un peu ce que vous voulez. Il y a un metteur en scène, mais un réalisateur, il peut couper et Ah oui, presque oui. transformer votre prestation. Ce que vous transformer, avez fait. non, mais il peut enlever certains trucs. Mais le montage est fait normalement pour améliorer, de donner, faire que le film soit au maximum de ses possibilités. Parce que parfois, Donc vous les êtes étonné, acteurs vous qui dites, sont attendez, dedans aussi. J'ai pas voulu jouer comme ça, j'ai pas voulu jouer ça. Et ça rend autre chose à la fin. Quand c'est rare, ça, quand même. Ouais. Non, Bon. vous êtes quand Oui, même on peut, conscient de il ce peut que y avoir vous une utilisation un peu, on peut déplacer un peu, mais c'est assez rare, puis ça, c'est un peu trafiqué, non, je crois qu'il faut être, il me semble, un peu honnête, même si parfois la construction d'un film demande un peu de, oui, de manipulation, oui, c'est pas, enfin, j'en sais rien. Et quand vous êtes au cinéma, vous allez voir le film de n'importe qui, vous n'êtes pas dedans. Vous arrivez à vous concentrer sur le film et sur l'histoire. Parce que moi, je ne suis jamais allé sur un plateau. Donc je ne peux pas connaître les ficelles. Est-ce que vous arrivez à vous dire oui, que derrière, il y a un machiniste, il y a un Oui, réal, oui, il y a un... oui, oui. Si le film est bon, oui, si le film n'est pas bon, oui, si on voit les ficelles, oui, c'est un peu... Non, mais moi je suis un très bon public. J'essaie de me laisser embarquer, que ce soit au théâtre ou au cinéma. J'aime bien être un spectateur normal qui se laisse happer, qui se laisse attraper par un spectacle ou une œuvre ou un divertissement. Ça peut être tout ça à la fois. Ça peut être... Voilà. On sort de la scène parce que je crois qu'il y a un film qui va pas tarder. Ah ben, on va le regarder. Mais nous, on n'a pas les droits, c'est ça le problème. Bon, oui, voilà. Parce qu'on peut même plus, On peut même plus regarder profiter de les l'art. La salle de cinéma. Elle est chouette cette salle. Ah, elle est magnifique. Puis on est mieux assis ici qu'au théâtre. Au théâtre, on est mal assis souvent. Ça dépend du théâtre. Ah bah non, le théâtre moderne, vous êtes bien assis. Ah ouais. Une fois, je suis allé à l'opéra. On se fait ici. Donc on aille là, oui. Ouais. Je suis allé à l'opéra. Et puis vous nous avez promis de jouer un peu de piano. Oui, ben je vais le faire. Ouais. Oui. Je suis allé à l'opéra. Donc on n'est pas bien assis à l'opéra. À l'opéra Bastille, ici. parce que Ah, c'est mais un bah opéra, si, et là, c'est grand luxe. Qu'est-ce qui vous a fait aimer le cinéma? Quel film vous en fait aimer le cinéma? Non, j'ai pas. Vous savez, moi, ce que je voulais faire, c'est du théâtre. Quand j'étais au conservatoire, le cinéma, c'était un truc auquel je pensais pas. Ah, il n'y avait pas de lien? On ne peut pas se dire, tiens, je ferais... Non, à mon époque, non, il n'y avait pas de film. Et puis ça me paraissait trop loin de moi. Je sais pas, je venais de province. Moi. Déjà, je faisais du théâtre, j'étais au conservatoire. Ça me paraissait un malentendu. Ça me paraissait une erreur, qu'ils allaient vite. Et non, le cinéma est venu me chercher. Puis et en plus, le premier metteur en scène, c'était Jacques Rosier, donc qui tournait, qui est mort l'année dernière d'ailleurs, et qui tournait comme aucun autre metteur en scène ne tourne, quoi. C'est-à-dire Il n'y avait pas de scénario. Comme Pas de dialogue, Godard, rien. quoi, le mythe de Godard dans La Bout de Souffle, quoi. Oui, J'arrive, c'est un peu peut-être la même école, oui. Ouais. Oui, oui.
Et donc il fallait. Alors, l'idée de Jacques Rosier, c'était de mettre les acteurs, les personnages qu'on jouait, les acteurs dans les mêmes conditions que le personnage. C'est-à-dire les personnages, ça s'appelait Naufragés de l'île de la Tortue, c'était naufragés. Donc on bouffait très très mal, on couchait n'importe où, donc ça créait des tensions au bout d'un moment. Mais alors c'était une aventure absolument incroyable pour la première fois qu'on était. Moi, je ne savais pas comment c'était un tournage. Et là, j'ai eu l'expérience d'un tournage que j'ai jamais. C'est tout le temps comme ça alors. Vous pensez que c'était une unique fois, seule et unique fois où j'ai tourné comme ça et je pensais que c'était comme ça les tournages. Non, pas du tout, pas du tout. Jacques Rosier, c'était très, très improvisé tout le temps. Même les plans, même il n'y avait pas de plan de travail. Il y avait pas de, non, c'était. Et voilà. Vous aviez un texte quand même ou même pas? Non, il y avait sur un ticket de métro, il y avait le pitch. Ouais. Le pitch était 3000 francs à l'époque, rien compris. C'était le contraire du club Méditerranée. C'est-à-dire que c'était les touristes parisiens qui étaient saturés, qui allaient dans les Caraïbes pour vivre l'aventure. Voilà. Et en tant que spectateur, qu'est-ce qui vous a fait rêver? Vous dire, ah, tiens, j'adorerais jouer ça. Ah ben moi, en tant que spectateur, moi j'étais très... j'adorais Laurel et Hardy. Non, mais tout Chaplin ou Buster Keaton, tout ça. Ah oui, c'est clownesque, alors. Ben oui, mais c'était apporté, on voyait ça tout le temps. Et puis c'était tellement bien, on riait tellement. Sinon, je ne sais plus ce que j'ai... Oui, j'ai Les Misérables. Les Misérables, ça m'a marqué, Jean Gabin. Ouais. Parce qu'après, j'ai adapté Les Misérables, moi, pas pour le cinéma, mais pour le théâtre. Enfin, à plusieurs, on était avec Nicole Garcia et Pierre Arditi et tout ça, on a fait une adaptation pour le théâtre des Amandiers. Donc voilà. Oui, je me rappelle des Misérables. Ah si, je me souviens de Notre-Dame de Paris. Oui, ouais. On n'en sort plus de Hugo. Ah oui, on n'en sort plus parce qu'on va y entrer surtout oui, tout à l'heure. Oui. Notre-Dame de Paris sur les Champs-Élysées, j'étais gamin et des voisins qui au cinéma avec nous, Patrick, bah, oui, on veut bien, etc. J'étais voir Notre-Dame de Paris avec Gina Lollobrigida, Robert Hirsch, Philippe Clay. Et aujourd'hui, le cinéma, Anthony Quinn. Vous l'aimez ou vous dites, oh, ça pourrait être mieux? Parce qu'il y a plein de gens qu'on reçoit qui nous disent, ouais, le cinéma, c'était mieux avant. Non, mais ça, c'est pas vrai. Est-ce qu'il est bon, le cinéma? Non, il y avait des nanas dans les années 60-70. Par où t'es rentré, on t'a pas vu sortir, vous n'avez pas vu ça? On s'éclate, on boit frais à Saint-Tropez. Ah oui, Pécasse, Max Pécasse. Oui, voilà, genre comme ça. Il n'y a pas de pétrole dans les idées. Non, il y avait des gros. Non. Mais moi, j'ai tourné des films dans les années 70 qui seraient impossibles à tourner maintenant. Mais pourquoi? Parce que c'était pas bien. J'ai tourné parce que je ne savais pas que c'était pas bien à ce point-là, mais les scénarios n'auraient jamais trouvé de... Non, il y a quand même... Il y a peut-être moins d'œuvres. Je sais pas, je crois que les choses s'améliorent. Je crois que le jeu s'améliore. C'est comme au football. Si on voit un match il y a 30 ans, ça n'a rien à voir avec... Les acteurs jouent mieux. Les acteurs sont très bons. Les acteurs sont meilleurs qu'avant, je trouve. Les acteurs font des progrès. Comme moi, quand j'étais jeune acteur, les acteurs d'une certaine génération me disaient, je me rappelle plus son nom, une actrice qui me disait, ouais, une vieille actrice qui avait fait tous les avant-guerre et tous les films. Donc, pardon pour elle, je ne me rappelle plus son nom, j'ai un trou. Et qui disait, ouais, vous êtes bon, on y croit, les autres en faisaient des paquets, c'était mauvais comme des cochons, etc. Donc il y a une espèce de... Je crois que le jeu s'améliore, oui. Le jeu s'améliore parce que peut-être les façons de recevoir le jeu, c'est-à-dire il y a des images partout. Les gens jouent tout le temps, les gens sont toujours pris, ils sont toujours filmés, ils sont toujours... Donc le jeu devient une deuxième nature chez les gens. Alors chez les acteurs, c'est encore plus fort. Non, c'est pas idiot, je dis pas que des conneries. Oui, c'est vrai. Bon. Là, j'en ai la preuve. Ouais. Et je trouve que parfois on trouve des jeunes acteurs qui débutent qui sont absolument formidables. Puis le cinéma, maintenant, c'est dans l'ADN des gens. Et, je regarde, moi, je suis grand-père.
J'essaie que ce soit le moins possible, sa mère aussi, mais à 2 ans, le petit, il est devant la télé, il regarde des trucs, des dessins animés, tout ça, des fictions, des personnages, tu vois, c'est parti très très vite. Moi, mon premier film, je l'ai vu avec l'école, j'avais 7-8 ans. La première fois, j'étais les 3 lanciers du Bengale. Ouais. Oui, monsieur. Voilà, c'était... Ah non, je crois que de toute façon, on vit dans un monde d'images, des images partout, sur la montre, sur les murs, partout. Donc, tous les gens sont des acteurs, pratiquement, comme disait Woody Allen. Les humains la plupart les humains sont tous des grands acteurs, jouent parfaitement la comédie, à l'exception de quelques acteurs. Vous auriez été bon dans un Woody Allen. Ah oui, oui. Ouais. Ah, j'adore Woody Allen. Ah, si vous appelle, vous y allez, Oui, oui. Ah oui. Parce qu'en ce moment, vous savez que si... Il ne faut pas me faire parler anglais. Il faut éviter de me faire parler anglais quand même. Hein. Oui, mais ce ne sera pas tellement ça le problème en ce moment avec les films de Woody Allen. C'est ce que vous allez prendre derrière. Ah oui, mais ça, je m'en fous. Hein. Ah oui, vous m'avez déjà dit que vous en foutez. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, parce que je voulais vous poser la question, parce qu'il y a votre histoire avec Depardieu, vous ne l'avez pas défendue, vous avez défendu en tout cas la présomption d'innocence, l'histoire. Il y a un fond de l'histoire, le MeToo dans le cinéma. Est-ce que vous le sentez, vous, en ce moment, qu'il y a une ambiance peut-être un peu difficile, parce qu'il y a une tension autour de ça, quand vous allez sur les plateaux? Moi, je ne l'ai pas remarqué. Peut-être c'est là, je n'ai pas remarqué. J'ai remarqué qu'il y avait quand même pas mal de dérision là-dessus. C'est-à-dire que quand j'arrive au maquillage, je dis n'importe quoi, hein, je suis à côté d'une actrice, et on blague de ça. Je ne m'approche pas trop près parce qu'on ne sait jamais. Elle me dit oui, tout le monde éclate de rire. On déconne avec ça quand même. Heureusement. On ne va pas être sérieux avec ça non plus, c'est pas sérieux. Donc, c'est toujours pareil, oui, mais MeToo, c'est la pointe avancée de la tête de pont de quelque chose qui est en train de se transformer, de se forger, oui. Oui, sûrement. Mais qu'est-ce que j'entends? Oui, moi, c'est trop, mais quand même, ça fait avancer les choses. Oui, ben ça, mais ça, c'est des trucs qu'on entend tout le temps. Est-ce que ça fait avancer les choses? Il y a beaucoup de regrets. Hein. Même moi, je parle avec beaucoup d'actrices, sauf celles qui sont dans des poses, dans des postures, qui ne sont pas les meilleures souvent. Hein. Les gens, la plupart des actrices regrettent tout ça. Enfin, pas toutes peut-être, je ne connais pas toutes, mais très souvent c'est un peu de la moquerie, quoi. Enfin, c'est énorme, oui, c'est énorme, c'est trop. Puis quoi encore, puis oh là là. Des actrices qui disent ça? Oui, qui blaguent avec ça, oui, bah heureusement. Et vous, en tant qu'homme, je ne vous demande pas est-ce que vous avez fait des bêtises dans le passé, mais est-ce que vous posez des questions sur votre manière de faire, dire bah, tiens, peut-être qu'à l'époque on se comportait comme ça, ou j'aurais eu cette attitude, ou vous dites non, bah non, vous faites ce que vous avez fait. Non, je crois que j'ai toujours été quand même relativement soft, hein. J'ai jamais été. Donc, est-ce que ça appelle à s'interroger, à se dire ah, tiens, est-ce que moi j'ai vu des choses, est-ce que même sans faire gaffe, non, il y a 30 ans, je me suis comporté d'une manière où je me. J'essaye de réfléchir à ça, mais oui, peut-être. Je me rappelle, oui, j'ai une expérience où je tournais un film en Allemagne avec une actrice où je m'amusais un peu avec tout ça, quoi. Ouais. Mais maintenant, je le ferai plus, c'est impossible. Ouais, ça c'est vrai. Est-ce que vous avez déjà... Mais c'était un jeu, hein? Oui. On était dans le jeu. Oui, bien sûr. Mais bon. Est-ce que vous avez déjà eu des coordinateurs d'intimité? Des coordinateurs d'intimité. J'ai vu qu'il y avait ça dans le cinéma, des gens qui vous expliquent comment embrasser pour pas... Ça existe vraiment, ça? Sur les plateaux? Non, moi j'ai jamais eu affaire. Si, j'ai eu affaire. J'ai tourné une fois avec une Américaine que j'aime beaucoup, d'ailleurs, la fille de Gregory Peck. Ouais. Vous deviez parler en anglais? Non, c'est en français. Ah bah non, en anglais, c'est impossible. Alors ça, c'est le professionnalisme des Américains. C'est-à-dire,
C'était à Paris, on tournait à Paris, et je devais l'embrasser. C'était vraiment un vrai baiser de hollywoodien. Il fallait. La tête en arrière et tout. Ouais, un vrai truc. Bon. Elle a convoqué tous ses potes américains de Paris, avec 6-7, et on a répété le baiser, non pas pour pas que ce soit un vrai baiser, mais pour que ça soit le plus cinématographique possible, le mieux possible. Et c'était un vrai boulot à l'américaine. Ouais. Et au bout d'un moment, évidemment, moi, en tant que Français un peu déconneur, je faisais un peu ouais, mais arrête, Patrick, sois professionnel et tout. Mais je me souviens parce qu'on est resté une journée à s'embrasser, ce qui n'était pas complètement désagréable. Oui, hein. Mais il faut mettre du stick à lèvres. Mais c'était vraiment du boulot, quoi. Un petit peu plus haut, un peu la langue comme ça, tout ça. Il y avait une caméra d'amateur qui filmait pour voir ce que ça faisait, etc. Ouais. Alors, je ne sais pas, comment vous dites, un spécialiste un coordinateur d'intimité. Ouais, ou coordinatrice, par exemple, c'est souvent des femmes. Moi, je ne sais pas, je pose la question. Je ne sais rien, c'est possible, je ne sais pas. Mais moi, pour ne pas mettre la main à cet endroit-là, ça peut être offensant. Ce qui n'est pas inintéressant d'ailleurs, mais c'est un nouveau métier du cinéma, paraît-il. Ah bon. On verra ça, vous nous direz. Je vous dirai, je vous tiendrai au courant. Après, en film, mais j'ai une dernière question. Vous avez joué entre la télé et le cinéma plus de 100 films. Ah oui, au cinéma, j'ai 90 films, 93, à la télé, je sais pas, mais pas mal aussi, des séries, des trucs. Tous les Français vous ont déjà vu, un moment ou un autre. Pourquoi vous n'êtes jamais devenu une immense star comme Depardieu, Clavier? Vous sauriez l'expliquer ou pas? Non, mais il doit y avoir une raison. Non, il doit y avoir une raison, je n'ai pas d'explication. Mais je ne sais pas comment me situer, je sais que je suis populaire. Est-ce que oui, il y a beaucoup de gens qui maintenant, j'ai pas toujours probablement fait les films qu'il fallait. Je ne sais pas répondre à ça. Franchement, je ne sais pas. Mais il doit y avoir une raison. Il doit y avoir une raison. Il y a une raison. Ouais. Ouais. Je me demande parce que des bons acteurs, il n'y en a pas des milliers, mais il y en a plusieurs en France. Pourquoi il y en a 3-4 qui deviennent des légendes? Oui. Depardieu, Belmondo, des gens de Delon et tout ça. Ben oui, mais c'est. Je crois que c'est l'addition de plein de choses. C'est aussi un peu quand même être là au bon moment, au bon endroit. Hein. Et puis après, quelque chose s'accélère. Par exemple, Omar Sy dans Intouchable. Dans Intouchable. Ouais. S'il n'avait pas fait Intouchable, ce ne serait pas Omar Sy. C'est sûr. Ouais. Voilà, c'est comme ça. Donc il y a une espèce de rendez-vous. Ça fait partie du hasard, on sent la chance. Alors après, il faut avoir du talent, il faut gérer un peu ça, savoir. Et vous avez jamais eu votre Intouchable? Si, sûrement, mais je me suis mal pris après. Non, mais j'ai aucun regret. Hein. Non, mais pas de bien sûr, vous avez une carrière magnifique. Oui, et puis je sens que parfois les gens même m'écrivent. Par exemple, moi j'ai dîné avec une productrice, quelqu'un qui la semaine dernière, qui me disait, pour moi il y a 3 acteurs, il y a Clint Eastwood, Robin Williams et vous. Je dis bon, très bien, voilà, par exemple. Par exemple. Et un ami que je vois moi maintenant, qui est un banquier qui voulait monter une maison de production et faire le cinéma, qui me disait que j'étais le meilleur acteur français, un des meilleurs d'Europe et l'équivalent des grands acteurs américains. Il lui disait sérieusement. Hein, Alors moi j'écoute ça avec ravissement, mais évidemment j'oublie 30 secondes après. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des témoignages souvent. C'est pour ça, c'est pas qu'une question de jeu, parce que vous êtes un grand acteur, il n'y a aucun doute là-dessus. Ouais. C'est la différence entre le grand acteur, il y en a peut-être une dizaine par génération, et celui qui devient Depardieu. Quoi. Oui, c'est ça. Mais tout le monde, il ne peut pas y avoir que des Depardieu. Non, mais je ne sais pas. C'est très difficile de répondre à cette question. Ce que je sais, c'est qu'il y a des gens qui m'aiment beaucoup, et que j'ai une espèce de particularité dans ce métier, de spécificité. Je ne sais pas, le mot est un peu au-dessus de ma condition, mais
où j'ai ma zone, mon territoire à moi, qui est ce qu'il est, que les gens aiment beaucoup, d'autres peut-être sont indifférents, je sais pas. On y va? Où ça? Je vous emmène. Allez. Vous mettez pas au piano? Ah. Non mais attendez, s'il y a du... Non mais s'il y a des films... C'est très jazz. Hein. Ah oui, c'est très jazz. Moi je suis très jazz comme garçon. Non mais s'il y a des films qui passent, je ne vais pas perturber Quand vous dites j'ai ma zone, c'est-à-dire qu'on peut peut-être parfois vous appeler toujours un peu pour le Non, même... justement non. Alors ça veut dire quoi, là, avoir sa zone? Bah, ça veut dire que j'ai... Parce que ça peut être une question quand on a un personnage. J'ai du mal à parler de moi. J'aime bien parler en général, ou du métier, ou de la vie, parler de me positionner par rapport à savoir qui je suis. L'introspection. C'est difficile. C'est difficile. Non, parce qu'on m'appelle pour plein de trucs différents. Ça peut être, je peux me déplacer, comme on dit, dans le métier. Je peux être, je sais pas, émouvant, en menant des choses émouvantes, ou même violentes parfois, et d'autres fois plus burlesques, Donc, mais je pense que j'ai toujours une façon de le faire qui m'appartient un peu. Je crois que c'est ça. Hein. Oui. Allez, on remonte en voiture. Vous êtes sur des tournages en ce moment? Vous avez quelque chose ou pas? Oui, je vais commencer une série là. Ouais. Allez-y. J'en termine une et je commence une autre. Pour Arte. Pour Arte? Ouais. Et alors, quand vous commencez, ça veut dire qu'on voit ça dans combien de temps? Ah ça, j'en sais rien. Ouais, mais à peu près en moyenne. Ça peut être 6 mois, 1 an. Ah si, ça va, je pensais que c'était plus long. Non, ça dépend. Hein, question de programmation. Comment vous êtes retrouvé là, dans le milieu du théâtre? C'est-à-dire, c'est un choix, c'est un hasard, c'est une volonté? Pas un hasard. C'est vraiment dans le domaine de la vocation. Ouais. Parce que j'ai toujours fait du théâtre. Pardon. J'ai construit un théâtre. J'avais construit un théâtre dans ma chambre. Ouais. Avec un rideau, avec une... Voilà, mais ça ne me traversait pas l'idée de devenir acteur. C'était un truc, non. Mais je faisais ça. Je réunissais des copains du lycée, des machins. On mettait en scène des pièces que je mettais en scène, que je jouais, etc. Et je filmais aussi. J'avais aussi une caméra. Je faisais les deux, vous voyez. À 14 ans, 12 ans, 15 ans. Mais de là à être acteur, non. Non. Non, de ne pas en faire un... Non, d'accord. Ça, c'était trop loin. J'étais en province. Je voyais les acteurs à la télé, au cinéma. Non, je suis de Paris, mais je suis allé à Rouen. D'accord. J'ai suivi mes parents, mon père allait travailler à Rouen. Et donc... Et puis un jour, oui, c'est comme Jeanne d'Arc, a entendu une voix, j'ai dit, bon Dieu, mais oui, mais c'est bien sûr. Oui, j'ai la tête, mais bien sûr. Et j'ai dit à ma mère, maman, c'était un matin, j'ai dit, maman, ça y est, j'ai trouvé, parce que j'étais très mauvais à l'école. Hein. Ouais. Très mauvais. Non, mais vous dites oui, mais vous ne savez pas à quel point. Ah oui. Non. J'étais très mauvais. On est bas dans les mauvais, quoi. Non, mais à 16 ans, j'étais en 4e. Donc, il ne fallait pas m'emmerder à la récréation. Ouais. Et donc... qu'est-ce qui fait le pion encore ici? Ouais, j'ai dit à ma mère, maman, ça y est, j'ai trouvé ce que je veux faire, je veux être acteur. Elle était dans la cuisine et après un long moment de silence, elle m'a répondu, rendors-toi, il n'est pas l'heure d'aller à l'école. Je me souviens de cette phrase. C'est sa réponse. Sa première réponse. Ouais. Et ensuite? Ensuite, je ne sais plus, ensuite je me suis inscrit au conservatoire de... Et c'était possible dans votre famille? Parce qu'elle ressemble à quoi, votre famille? Ma famille, c'est une famille... C'est pas une famille d'artistes? Non, pas du tout. Ouais.
Et ça Non. ça posait pas de problème que le fiston devienne artiste? Non, Il peut y avoir non, un peu réfractaire. au contraire, j'étais pas un bon élève, il fallait bien que je fasse quelque chose. Et dans leur esprit, ça empêchait de faire des conneries, parce que mon frère a fait beaucoup de conneries. Et beaucoup, il a été... Voilà. Et donc, si je lisais Shakespeare, si je travaillais sur Molière dans une ambiance culturelle avec ça veut dire que pendant ce temps-là, je faisais pas de conneries. Donc ça, c'était bien pour eux. Conservatoire. Et ça marche tout de suite? Ou non, comme Tout tout de le monde? suite. Ah oui, tout de suite. Non, tout de suite. Conservatoire de Rouen, je passe une fable de La Fontaine, Les animaux malades de la peste, devant le professeur Jean Chevrin, qui est un type formidable. Et tous les gens étaient là, et après, tous les élèves, je sentais que je tenais le truc. Et après, la fable de La Fontaine, où les gens riaient beaucoup, après, ils riaient plus, voilà. Je faisais en sorte qu'ils ne rient plus, mais qu'ils soient, voilà. Enfin, je maîtrisais bien le sujet. Il s'est levé en disant, mesdemoiselles, messieurs, nous sommes ici un conservatoire de province, nous travaillons, nous explorons les grands textes pour vous apprendre ceci, cela, peut-être le théâtre amateur, peut-être certains d'entre vous pourront devenir professionnels, c'est rare, mais exceptionnellement, on a la chance de rencontrer quelqu'un qui fera une grande carrière. Et Patrick Cholet, cela, j'avais 16 ans. Donc il a convoqué mes parents, etc. Et voilà. Ah oui, ça, c'est un truc qui marque, parce que je ne m'y attendais pas du tout. Il s'est levé, il a fait une déclaration solennelle. Là, il ne faut pas déconner. Là, c'est du sérieux. Donc voilà. Et ça valide le choix et la volonté d'eux. Et d'y aller. Ah, oui, ça valide. Je ne me posais pas de questions. J'étais content qu'on me dise ça. Mais pas si content que ça. Hein. Oui, c'était un compliment. Donc je prenais ça comme un compliment. Puis voilà, comme tous les compliments, au bout d'un moment, on oublie. Enfin, quand même, 60 ans ou 50 ans après, vous l'avez encore là. Je l'ai encore là, je vous le raconte. Donc, ça veut dire que c'est quand même un truc qui a été... un moment comme ça, assez intense à écouter. Il y a votre famille en Normandie, donc à Rouen. Et la famille que vous avez construite, elle est originale, votre famille. Il a bossé. Il a bossé sur Wikipédia, je vous raconte. Ouais, bah ça c'est la Bible. Là. Ouais. Là, sur Wikipédia, on comprend rien. C'est ça. Ouais. Alors, c'est quoi ma famille? Parce que vous avez la même femme depuis plus de 40 ans. Ouais. Mais entre-temps, vous avez eu 3 enfants de femmes différentes. Ouais. Bah oui. Quel est votre regard sur ça, maintenant, là, avec du recul? Bah, c'est quelle vie, quand même. Oui, mais c'est une vie bien remplie, vous voyez. Une vie d'aventure, hein, dans tous les sens du terme. Oui, mais je suis avec une femme formidable. Voilà, et on va rester définitivement ensemble et on s'aime. Et j'ai cette chance extraordinaire de partager sa vie, d'avoir pas toujours été à la hauteur, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, il y a des rencontres. Puis ce métier est aussi quelque chose qui permet des rencontres de toutes sortes, partout, tout le temps. Donc voilà, on peut avoir quelques, je sais pas si on peut appeler ça des faiblesses, mais enfin en tout cas, des moments où des choses, voilà, on rencontre on fait des rencontres qui peuvent être importantes, hein, aussi. Mais ça veut dire que, oui, la vie est intense. Est-ce que vous dites, tiens, ça aurait pu être plus simple? Ou non, rien à regretter. C'était un peu tortueux, pas classique, original, et c'est pas très grave. Non, parce que j'ai 3 enfants merveilleux. Je ne sais pas faire le bilan de tout ça. J'arrive pas à faire un bilan, à me retourner, à dire alors qu'est-ce qui s'est passé. Non, c'était comme ça. C'était en vrac, c'était la vie, qui vient avec tous ses problèmes aussi, hein, ses difficultés, mais aussi ses moments forts, ses moments très forts. Essayer de faire le moins de mal possible.
c'est ça aussi qui compte, c'est de freiner les chevaux, de ne pas empiéter sur le domaine des autres ou de... Voilà, parfois c'est pas facile, mais voilà, c'est la vie. Vous avez écrit... Il y a un bout de temps que ça fait plusieurs fois que je parle de la vie, ça revient souvent Ouais. la vie. Hein, ouais. C'est pas mal la vie. C'est pas mal la vie. On Bah oui, dirait- puis il y a pas Ça, de- c'est un il y a titre pas de tellement Lelouch, d'autres ça. solutions. Le Lelouch fait que des Ouais. titres avec c'est pas mal la vie, Ouais. c'est beau la vie, des titres un peu comme ça. Ouais. Vous avez écrit des excuses il y a 2 ans Oui, oui. à votre oui. femme. Déjà, comment elle les a pris vos excuses? Ah, très bien, c'est une lettre Ouais. d'amour, Oui, bien sûr. elle les a acceptées. Et bien sûr. Et quand on s'excuse, c'est qu'on a des choses à se reprocher. Non, pas forcément. Ben, on a toujours des choses à se reprocher. Mais lettres d'excuses, ce sont des lettres que j'ai écrites à des gens, des proches, des gens ou des gens que je connais moins d'ailleurs, qui ne sont pas forcément des proches, mais c'est mieux quand c'est des proches. On n'a pas toujours été à la hauteur, on n'a pas fait attention. Et puis c'était un préalable, l'excuse, pour pouvoir s'adresser à cette personne. Pas simplement à cette personne, Ouais. ça peut être aussi à des lieux, des dates, des situations, des concepts. Je m'excuse auprès du soleil, auprès du jazz, auprès de la mort, bien sûr. Des jeunes comédiens Voilà. du conservateur tombés dans l'oubli. Ah, vous avez lu le bouquin, donc. Oui, oui, je m'excuse auprès des jeunes des élèves du conservatoire tombés dans l'oubli, oui. Parce que tout le monde n'a pas eu la chance que j'ai eue. Et beaucoup, vous savez, au conservatoire, sur la classe où on était 25-30. Je crois qu'il n'y en a que 2 ou 3 qui continuent à faire ce métier. Donc c'est un métier de gladiateur, je ne sais plus qui disait ça, c'est-à-dire c'est un métier à haut risque. Et c'est ce qui en fait le prix aussi, c'est pas rien. C'est un métier de pouvoir, et comme tous les métiers de pouvoir, c'est à haut risque. Que ce soit les métiers de politique ou oui, dans le showbiz, mais aussi, ou dans la finance, ça je dis n'importe quoi. Il faut accepter la part de danger. Il y a de risque. la part de danger, d'oubli, d'arrêt. Oui, oui, ça fait partie du jeu. Mais c'est ce qui en fait le prix, c'est ce qui en fait la rareté. C'est une trajectoire très forte et qui peut être compliquée parfois. Donc qui suscite, et c'est pour ça les gens, par rapport, vous parlez tout à l'heure, par rapport aux acteurs, les gens sont redevables qu'on joue bien. Qu'est-ce que vous jouez bien? C'est-à-dire que chez eux, les gens sont toujours un peu les acteurs, ils ont toujours joué à la poupée, ils ont tous joué à la poupée, au docteur ou au pompier. Quand ils étaient petits, ça fait partie de... Vous savez, j'ai lu plusieurs fois dans des bouquins autorisés que les relations entre les hommes et la civilisation a commencé à se construire et les différentes tribus ont commencé à partager les choses entre elles quand la fiction est arrivée, quand on a commencé à raconter des histoires. Et le fait de raconter des histoires, de mettre en scène les personnages de la condition humaine, quelles que soient les époques, ça rapprochait les gens, ça faisait société. Et voilà, et donc les gens nous sont redevables de ça. Qu'est-ce qui joue bien? Qu'est-ce que vous jouez bien? Et même quand c'est tellement bien joué que c'est... Quand De Niro joue un boucher, bon, il y a toujours une part de jeu, même si c'est très réaliste, on croit que c'est un vrai boucher. Je dis n'importe quoi là, je pas de boucher. Mais et que les gens sentent cette part de jeu, même si c'est incroyablement réaliste, et qu'ils en sont redevables aux acteurs de ça, de cette part de jeu, d'aller au bout du jeu, d'aller le mieux possible dans le jeu, le plus loin possible dans le jeu, d'être bon dans le jeu. Et ça suscite une admiration, une forme d'admiration, une forme d'adhésion. Ouais. D'autres questions? Oui. Il y a dans vos lettres d'excuses, Ouais. la première. Oui.
Alors, Oui, c'est difficile d'en parler parce que c'est un drame, évidemment. oui, oui, oui. Et vous avez commencé par cette première lettre. Oui, à votre parce que fils je Ferdinand. voulais, c'est parce que ça s'imposait. Mon fils Ferdinand était un jeune homme que j'aimais profondément et qui est mort d'un accident de voiture à 20 ans. Donc oui, ça fait partie de la vie, la mort fait partie de la vie. Et ça là, j'ai été gâté. Enfin, moi, c'est rien, c'est surtout lui qui a été privé de la vie. Euh, Et je commence par là parce que comme je sais que j'allais parler de ça, je ne voyais pas commencer par quelqu'un d'autre, par quelque chose d'autre, par une autre lettre. Donc je commençais par la lettre à mon fils, voilà. Et après je passais à autre chose. C'était pas une lettre d'excuse sur ça, sur ce sujet-là, mais il en faisait partie. On vous en parle dans les interviews quasiment tout le temps, dès que vous faites une interview un peu Oui. long cours. Oui, oui. Est-ce que vous préféreriez qu'on n'en parle plus ou au contraire, on vous pose des questions? Il ne faut pas trop en parler. Je ne vais pas me répandre là-dessus. Je ne veux pas que ça soit un sujet. Comme vous savez, à un moment, j'ai fait des films sur la sécurité routière. J'avais créé maintenant les médias, les chaînes d'infos, dès qu'il y a un problème de route ou des statistiques d'accidents de voiture, ça, ils me font appel à moi pour que je donne mon avis, mais j'y vais pas, parce que je ne veux pas être monsieur sécurité routière, je ne veux pas remettre ça sur le tapis tout le temps, je veux qu'au bout d'un moment, voilà, ça s'oublie pas, mais je ne sais pas trouver les mots pour dire, je vais pas pas que ça soit un sujet, ça reste un peu. Moi, ce que je voulais, l'idée, c'est qu'on parle de lui, que les gens le connaissent mieux. Et puis si je peux avoir un geste citoyen qui fait que m'occuper de sécurité routière, parce qu'il est mort d'un accident de voiture, voilà. Mais après, je crois qu'il faut... c'est entre lui et moi que ça se passe, ou entre sa sœur et sa mère et tout ça. On a besoin d'intimité quand même, mais c'est toujours là très fort, mais j'éprouve moins le besoin d'en parler, oui. Dernière question là-dessus, est-ce qu'il y a un Patrick Chenet d'avant 2006 et après 2006 où au fond vous êtes resté le même avec quelques changements, ou vraiment vous êtes un autre homme? Et ça, j'en sais rien. J'en sais rien. C'est une bonne question parce que je me la suis souvent posée. Je crois que les hommes, les humains en général, ont une faculté de s'adapter à toutes les situations et de survivre à toutes les situations. Sinon, on ne serait plus là. Sinon, il n'y aurait plus d'humains sur la Terre. Les gens surpassent, s'adaptent, que ce soit les situations physiques ou morales ou ça, ils franchissent, ou ils s'en servent pour, voilà. Ce fameux truc auquel je ne crois pas trop, mais ce qui ne vous tue pas vous rend meilleur, mais il y a une part de vérité quand même, mais c'est tellement battu, tellement... Et voilà, donc je ne sais pas si... Je pense que j'ai changé. J'ai changé, mais je suis resté le même. Vous êtes content de cette réponse ou pas? J'ai changé, mais je suis resté le même. Je crois que je suis resté le même. Je suis Patrick Chenet, je suis né avec ce regard sur les choses, ce que je suis moi, mon caractère, mes faiblesses. Et quelque chose s'est un peu transformé. Il y a une part de moi-même qui a évolué, Parce qu'en fait, Ferdinand me fait du bien. Parce que quand j'ai des difficultés, j'ai des baisses de morale, des choses, des complications, je sais qu'il vient me rendre visite. Et il me fait du bien. Et voilà, ça c'est un changement énorme, parce que c'est des situations que je souhaite à personne, mais dans le prolongement de ma vie, dans ce qui est ma vie depuis 2006, donc c'était quelque chose, je vis avec lui d'une façon différente. Il n'est plus là, il est mort. Il est mort. Mais sa vie, son absence, enfin, sa vie différente, puisqu'il n'est plus là physiquement, mais il a une vie quand même que je lui donne ou qu'il me transmet aussi à moi. Ça me fait du bien, je vis avec. C'est ça le changement, je crois, le gros changement.
Ça me fait du bien, il m'aide. Voilà, il m'aide. Merci de nous avoir répondu. On descend? Allez. On descend par là, donc. Hein. Ouais. Oh, c'est chouette. Vous aimez Paris ou pas? J'ai disparu. C'était... Hein? Hein? Vous aimez Paris ou pas? Oui. Parce que quand on voit ça, on peut qu'aimer. Hein. Ah oui, oui. Oui, j'aime Paris. Mais Place parfois... des Vosges. Ouais. Alors, où est là, le numéro 5? Il faut qu'on trouve l'entrée. Numéro 30. Ah, moi, je cherche le 5. Mais alors, attendez. On est perdu. C'est de l'autre côté, tu penses, Riyad? Alors, attendez. Perdu, place des Vosges. Ouais. On a vu pire. On a eu pire. Et alors, quand vous êtes venu à Paris, vous veniez dans l'idée de croquer Paris, vous êtes monté à la capitale, comme on dit, ou non? Bon, c'était le boulot, et puis... Ah, je connaissais... Bah, je suis né à Paris. Hein. Oui, ah oui, vous êtes né à Paris, vous m'avez dit? Oui, à Vous la êtes Garenne-Colombe. Ouais. Enfin, j'ai vécu, oui. Je vous écoute, Patrick, mais en même temps, je cherche la bonne adresse. Non, mais cherchez, parce qu'il fait froid. Hein. Alors, le problème, c'est comme on est en direct, il faut que vous meubliez. Vous voulez pas dire un grand texte? Vous voulez pas nous faire la fontaine? Hein? Vous voulez pas nous faire la fontaine en direct, et puis comme ça, vous... Je peux vous dire un poème de Victor Hugo? Ah ouais, ce serait... Ah oui. Je sais pas s'il y a beaucoup de spectateurs qui regardent. C'est énorme. Il y a peut-être pu en avoir beaucoup après ça. Maintenant que Paris, ses pavés et ses marbres, et sa brume et ses toits sont bien loin de mes yeux, maintenant que je suis sous la voûte des arbres, et que je sens mon... Merde, je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus, pardon. Et que je puisse songer à la beauté des cieux. Non, voilà, on va arrêter là. Avec tous les textes que on vous va avez se calmer. appris, Oui. tous les textes. Oui, oui, trop. Trop. Ah oui. Alors c'est où alors? Ah, c'est ici, c'est bon, on voilà. était devant, hein, finalement. Hein. Suffisait d'ouvrir les yeux, hein, c'est marqué dessus. Et sa brume et ses toits sont bien loin de mes yeux, maintenant que je suis sous la beauté des arbres, et que je puis songer à la beauté des cieux, maintenant que du deuil qui m'a fait l'homme obscur, je sors pâle et vainqueur, et que je sens la paix de la grande nature qui m'entre dans le cœur. Je conviens qu'il est bon, je conviens qu'il est juste, que mon cœur est saigné, puisque Dieu l'a voulu. Ah oui. Ah oui, c'est quelque chose. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Thibaut, enchanté. Pardon, je suis passé. Merci de nous accueillir aussi tard. Bah, écoutez, voilà, c'est un plaisir. Vous nous expliquez, on est à la... Maison de Victor Hugo. Oui, je me mets près de vous parce que comme j'ai un micro, comme ça, vous pouvez tout nous expliquer. Mais il a habité ici. C'est l'appartement dans Oui, lequel oui, il a c'est ça. habité 1832 à 1848. Ouais. Il était seulement locataire. Ouais. Vous allez découvrir, c'est au 2e étage. Alors, c'est pas tout à fait l'appartement qu'il a connu. C'est le même espace, mais comme ça a été transformé en salle de classe, Ouais. les espaces ne sont pas tout à fait les mêmes. Et c'est plutôt une évocation de sa vie. Parce qu'il y a des décors du salon chinois qui n'étaient pas ici, mais qui étaient dans la maison de Juliette Drouet à Hauteville. D'accord. D'accord. Et parce que moi, j'ai À toujours Carmozet. cru, j'ai toujours entendu dire que Victor Hugo habitait avenue Victor Hugo, qu'on lui écrivait en disant Victor Hugo en son avenue. C'est sa Ouais. dernière adresse. Ah oui, d'accord. Non, mais il a C'est sa beaucoup dernière voyagé entre adresse. Guernesey, Jersey, Hauteville, Oui, il en a vu. Et puis, il a etc. beaucoup été à Paris, il avait dans plein de lieux. Donc là, c'est la dernière adresse, avenue Victor Hugo, c'est là où il est mort, et vous allez voir son lit dans lequel il est mort. Ah oui, parce que la Et chambre a été ici, reconstituée. Parce que la famille a donné toute la chambre et le décor. On a le droit de monter alors. Alors, allez-y. Voilà. Merci Bien, beaucoup. Merci. Merci. Victor Hugo, oui, vous avez déjà joué Les Misérables. Oui, j'ai fait. Je l'ai mis là. Alors vous l'avez évoqué un peu tout à l'heure, mais c'est vous Ouais. qui l'avez monté. Non, c'est Pierre. Enfin, c'était une mise en scène collective. D'accord. Donc, on était une troupe au théâtre des Amandiers à Nanterre, et on avait fait une adaptation des Misérables. Et moi, je jouais Marius, qui du coup devenait le personnage principal du spectacle. L'insoumis. François Alors, Schiffer. c'est où? Ah oui, c'est encore un étage, parce que ici, c'est Ouais. c'est
c'est un peintre. Alors, au deuxième, l'appartement de Victor Hugo. Vous avez des grands modèles, je ne sais pas, d'acteurs, d'écrivains, de Victor Hugo dramaturges. en est un. Hein. Ouais, Ah bah oui. Victor Hugo. Non, moi, Victor Hugo, tous les poèmes, ces pièces. Non, j'ai une grande. Je me sens une grande affinité avec, une grande admiration, une grande proximité avec ce type. Ça, c'est le Victor Hugo qu'on connaît moins bien, ce visage-là, Ah oui. plus jeune. Mais vous m'avez dit tout à l'heure que vous n'étiez pas forcément très bon à l'école, que vous n'aviez pas une famille d'artistes. De Paris, ouais. Ces grands textes, Ouais. vous les avez pris quand et comment? Plus tard, alors? C'est le théâtre qui vous a fait vers eux? Non, mais j'étais bon à l'école. J'étais bon en rédaction, c'est ça. Et mes profs, même à tel point qu'ils les lisaient. Mais j'étais pas bon. Il n'y a pas que la rédaction dans la vie. Bien sûr. À l'école. Donc, pour le reste, non. Ça n'allait pas. Du tout. Pas du tout. Et puis, bon, j'avais un peu la tête ailleurs. Et puis, j'aimais bien rigoler. Et tout ça. Et voilà, non, mais j'étais. Non, mais par exemple, j'avais les fables de La Fontaine. Je me suis fait gauler en train de lire les fables de La Fontaine pendant le cours de chimie, je crois. Je me rappelle, j'avais copé de 1000 lignes. J'avais copé de 1000 lignes. Ouais. C'était autre chose quand même. On lit pas les fables de La Fontaine pendant le cours de mathématiques ou de. Et aujourd'hui, imaginez 1000 lignes. J'avais une tendinite, je peux vous dire, au bout de 6 heures. Si les profs seraient heureux de voir un gosse lire La Fontaine pendant un cours de chimie. Bah oui. La première d'Hernani. Eh oui, c'est ça. Génial. C'est beau, hein? Vous imaginez remonter le temps pour voir ça? Ça, c'est quoi, oui. Et alors, qu'est-ce qui se passe par là, On avance Ça, c'est dans Notre-Dame l'appartement. de Paris. Ouais. Une larme pour une goutte d'eau. Inspiré du roman Notre-Dame de Paris, en effet. Oui, bah oui, on reconnaît. Vous imaginez quand même qu'il a vécu là? Il aimait bien décorer ses maisons, Hugo. Ouais. Ouais. C'est un décorateur. Ouais, il aimait bien repeindre, trouver les objets qu'il allait avec, etc. Enfin, c'était un type, il aimait bien habiller ses maisons, quoi. Je crois que c'est la marrant, grande ça veut dire différence que que j'ai avec lui. Ah oui. Non, moi, j'aime pas du tout. Mais j'aime bien être dans les beaux endroits, mais je m'en occupe pas, quoi. J'y arrive pas. Ça, c'est connu, par contre. C'est beau, hein? C'est magnifique. Regardez la pièce suivante. Ah ouais. Ça a de la gueule, hein? Et puis la vue. Ouais, c'est pas dégoûtant. Non. C'est pas dégoûtant. Le texte, pour vous, est-ce que c'est une contrainte à un moment? Ça dépend du texte ou non, c'est justement une matière Ah non, c'est là où tout se joue. Ouais. C'est le truc, ça peut être... c'est le nerf de la guerre. Ah c'est pas seulement c'est-à-dire, le texte compte, mais un acteur, Oui, mais c'est sur le texte sur lequel on s'appuie. Oui, mais si on vous dit, les émotions, elles viennent pas forcément du texte, elles sont à l'intérieur. Ah si, elles sont. Si, c'est à partir du texte que l'émotion, enfin, pour moi en tout cas, doit se créer, peut se créer. Mais c'est le texte qui fait la loi. Alors, quand c'est des mauvais textes, d'abord, faut refuser de les dire. Mais quand c'est pas des très bons textes, on s'arrange pour que ça devienne plutôt mieux et de faire quelque chose, de se servir du texte pour créer la vie, pour créer l'émotion, pour créer les situations, pour jouer les situations. Il peut y avoir des grands textes qui ne veulent pas de vous, ou vous qui ne voulez pas de certains grands textes. Le texte est
miraculeux, Non, mais Shakespeare, du non, Hugo, mais du il y a Molière, d'autres si vous voulez, choses. et ça va pas, ça prend pas. Oui, mais ça, c'est les grands textes au théâtre, parce que parfois il y a du lyrisme, parfois il y a des vers, des alexandrins, parfois, etc. Donc il y a un exercice à faire. Au cinéma, c'est pas du tout ça. Au cinéma, le texte est secondaire, mais c'est quand même le texte qui compte. Ouais. C'est le texte dont vous servez pour créer un rapport, une émotion, quelque chose, ou un sentiment. C'est là-dessus que vous vous appuyez. C'est très important. Chaque mot est important. Chaque mot peut détruire quelque chose. Ou chaque mot peut vous apporter quelque chose. Oui, mais au cinéma, vous pouvez le transformer. Ouais, un grand texte, vous ne pouvez pas. Le mot, il est là, et il faut le dire. Ah bah, vous pouvez le changer, toujours. Vous pouvez toujours changer. Oui, mais vous osez Pas quand toucher c'est le les texte. Alexandres, pas quand c'est Tartuffe. Et voilà. Ah bah non, bien sûr. Ou quand c'est Mariage de Figaro, non. Dans vos excuses, vous vous excusez d'être un artiste. Et pourquoi ça C'est pas bien d'être un Je artiste. m'excuse d'être un artiste. Ouais. C'est de la dernière. Je m'excuse d'être un artiste. Je me rappelle plus. Ah ouais, vous voyez, Vous pouvez me lire le passage? je ne l'ai pas là sur moi. Je m'excuse d'être un artiste. Ah! Oui, ça y est. Ah, Non, je dis pas n'importe quoi, alors. Je m'excuse. Non, c'est une lettre. Ouais, c'est vachement beau. c'est Un impressionnant. peu d'engueulade où j'en veux à certains metteurs en scène ou certains gens qui pratiquent dans ce métier et qui ne sont pas des artistes. Il y en a quelques-uns que je considère ne pas être des artistes. Donc je m'excuse auprès d'eux d'être un artiste, moi. Je me la pète un peu quand même par rapport. C'est ça, c'est dans ce sens-là. Ça veut dire quoi ne pas être un artiste? Comment vous pouvez juger, vous? De quel Là. droit vous jugez? C'est une bonne question. Comment est-ce que je peux juger? C'est dans la pratique. La pratique, un artiste, c'est quelqu'un qui a un regard, une vie, un univers, quelque chose qui lui appartient, qu'il essaye de recréer dans ce qu'il met en scène, ce qu'il écrit. Et parfois, c'est pas ça. Donc on sent assez vite. Hein. Mais c'est infini, parce qu'il y a des gens qui peuvent être des artistes et qui ne savent pas faire, qui ne savent pas s'exprimer. Enfin, c'est très compliqué tout ça. Hein. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique ce musée. Je ne m'attendais pas à ça, je ne connaissais pas. Hein. Je suis content d'avoir choisi cet endroit. Vous avez du goût. Regardez, celle-là est géniale. Ça doit être ou en Normandie ou à Jersey. Ah oui. On sait pas où c'est pas indiqué. Une belle Magnifique. gueule. Hein. La prestance. Ouais, une belle gueule. Oh la vache, c'est beau ce tableau. Il brille un peu, alors je ne sais pas si Riyad arrive à le filmer, mais il est parti déjà. Celui-là, il est très célèbre. Bien sûr. Et la chambre, elle est où alors? Ah ben là, voilà. Mais les tableaux, ils sont super. Ah, les c'est tableaux. impressionnant. Incroyable. Regardez. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le procès de... Ah, ça doit être le procès Jean de Valjean devant la cour Ouais, d'assises d'Arras. ouais, voilà. Procès d'Arras. Où il vient délivrer, je crois que c'est Champmathieu, en disant que c'est lui le coupable. Et voilà. Commande de Paul Meurice. Avant de rentrer dans la dernière chambre d'Hugo, dans la Ouais. Constitution. Hugo est un artiste, c'est aussi un homme politique. Est-ce que ça vous intéresse, la politique? Alors, ben, comme dit l'autre, si tu ne t'intéresses pas à la politique s'intéressera à toi. Ouais. Oui, je m'intéresse à la politique. Je m'intéresse à la politique. C'est une drôle de chose, la politique. Les hommes politiques m'intéressent parce que je vois le jeu, je vois les envolées, je vois l'envie de convaincre, je vois
la duplicité aussi, je vois tous les jeux qui s'organisent dans l'exercice de la démocratie ou du pouvoir ou de la gouvernance, quoi. Ouais. Et tout ça et c'est un jeu ça, c'est le décor. intéressant. C'est subtil, c'est fou, c'est insupportable, c'est tout ce qu'on veut. C'est un peu comme la vie, on parle beaucoup de la vie. Ouais. La politique, c'est aussi la vie. Il y a des gens qui défendent des convictions, d'autres qui veulent avoir le pouvoir. Parce que les hommes politiques, ils veulent exercer le pouvoir. Toujours. Moi, j'ai joué Laval. Oui. J'ai joué Laval, Laval pour la télé. Donc c'est un type qui est parti d'extrême gauche pour arriver à l'extrême droite. Pour faire simple, hein, mais en gros, c'est ça. Oui. Et ce qu'il voulait, c'est le pouvoir, c'est gouverner, c'est je veux dire, imposer ses convictions, ce qui pourrait être bon pour la France. Tout le monde tous les hommes politiques savent ce qui est bon pour la France. Donc, comment il faut faire? Et ça, c'est formidable, c'est un spectacle incroyable. Moi, j'adore regarder le spectacle, puis ça nous concerne tous. Mais les hommes politiques ne sont que que les acteurs des gens qui les élisent, pas les acteurs, mais Donc il y a une relation étroite entre les gens qui élisent un homme politique et l'homme politique. Il y a quelque chose comme un acteur et son public. Il y a quelque chose, enfin, c'est très différent, hein, faut pas. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là quand même. Et puis il faut être un tribun, il faut parler le mieux possible. Et parfois, il y en a qui ont du mal. Hein. Et puis d'autres qui sont des tribuns, mais ça peut être vide de sens, mais ils parlent bien, etc. C'est très compliqué. Comme la vie, c'est très compliqué. Puis il y a des gens qu'on entend à peine et qui disent des choses intéressantes. Et tout ça m'intéresse comme spectateur. Certains disent aujourd'hui, beaucoup disent, aujourd'hui la politique, ça m'inquiète. J'aime pas ce que ça devient. J'aime pas. Vous, non? Là, depuis quelques mois, oui, c'est un peu compliqué. Là, oui, c'est un peu compliqué. On a envie d'en revenir à quelque chose de plus classique. Là, ça part un peu en vrille, mais on s'adapte à tout. Est-ce que vos idées, parce que lui, ses idées ont changé. Ah oui, lui, il est parti de royaliste jusqu'à communiste, pratiquement. Peut-être pas, enfin, socialiste à l'époque. Ça n'existait pas, oui. Oui. Est-ce que... Il a été royaliste, bonapartiste, tout à fait. Puis socialiste. Est-ce que vous aussi, vous avez changé d'idée politique en prenant de l'âge, de l'expérience? Moi, oui, vous savez, comme tous les gamins, j'étais plutôt à gauche, moi, très extrême gauche même. J'étais PSU à l'époque. D'accord. Enfin, c'était une extrême gauche fréquentable. Et puis après, j'ai évolué un peu. Là, je suis très au milieu. Hein. Moi, je suis l'extrême centre. Oui, je suis extrême centre. Moi. Extrême centriste. Ah oui, j'aime bien. Voilà. On rentre dans cette dernière pièce. Alors ça, c'est la chambre. C'est petit, j'espère qu'il dormait tout seul. Parce que... Les jardins, c'est pas mal. Ça en impose. Alors d'ailleurs, vous qui le connaissez bien, le milieu du cinéma, du théâtre, c'est vrai que c'est un milieu de gauche. Les gens sont tous de gauche. Ah non, non. Ah non? Ah non. C'est un mythe, ça. Oui, c'est dans le théâtre public, oui. Théâtre public, oui. Mais le théâtre privé, non. Oui, enfin, les gens ont toutes les opinions. Pour être artiste, pour avoir la carte, il faut être de gauche. C'est vrai ou c'est pas vrai? Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non. Non, bon, il y a beaucoup de gens de gauche, hein, peut-être, oui, mais ça n'empêche pas qu'on peut travailler ensemble. Hein, c'est pas... Ah bah, oui, non, ça oui. Ouais. Ok. Je vous pose directement la question à ceux qui savent. Vous étiez à 2 doigts de vous énerver, disons. J'en reviens pas. Ah bon? C'est vrai que je m'énerve. Vous m'avez fait un saoui. Wow. Ça oui, non mais qu'on peut travailler ensemble, encore heureux. Mais ça, c'est vrai que c'est pas si simple aujourd'hui.
Non, on peut se parler, je veux dire. Ouais. On est ensemble, évidemment, on peut se parler. On peut faire Non, mais semblant j'ai- d'être très j'ai- amoureux dans un film et s'insulter après. Ça, c'est possible. Ah oui, oui. Ah oui. Oui, on peut, oui. Il y a un grand sujet cette semaine. Je voulais Ouais. finir par ça. Vous avez vu qu'il y a un sommet sur l'intelligence artificielle. Oui. Oui, oui, j'ai vu ça de loin parce que j'ai travaillé, mais pourquoi? Parce que- C'est quoi la question? Il y a un grand sujet autour de l'art, les acteurs. Est-ce que vous avez peur d'être remplacé? Je suis irremplaçable. Vous rigolez ou quoi? Non, je crois pas. Je crois pas, je crois que... Non, il y a un problème peut-être pour les voix, pour Les doublures. les doublages. Ouais, doublage. Mais pour le reste, j'en sais rien, j'y connais rien en intelligence artificielle, bien que moi-même je suis très C'est intelligent et très artificiel. Mais non, j'y connais rien. J'y connais rien. Est-ce que vous accepteriez de jouer un film ou une pièce de théâtre avec un scénario écrit par l'intelligence artificielle? Bah, si c'est bon, pourquoi pas? J'ai jamais réfléchi à la question, je me suis jamais posé. Si c'est bon, est-ce que c'est bon? Est-ce que la création, la part d'intuition, d'inspiration, ça ne va pas être un truc un peu sec, même si c'est très virtuose, un peu dénué de tout ça, ce qui fait la différence, ce qui fait qu'on est artiste, quoi. La vie. Voilà. La vie. Peut-être, je sais pas, il faut voir sur pièce. Je crois pas, j'y crois pas, moi, mais oui, il va y avoir des changements, c'est sûr. Merci Patrick Chenet. Alors, j'ai dit Patrick Chenet. Oui, Et vous avez dit Patrick Chenet. oui. Et c'est vous qui dites bien, moi je dis pas toujours bien. Mais c'est pas bien votre nom? Moi c'est Chenet, mon vrai nom c'est Chenet. Ah ben alors, Mon faut faux savoir. nom c'est Chenet, c'est-à-dire mon nom d'artiste, monsieur. C'est Chenet avec un S. Parce qu'on m'a affiché comme ça la première fois par erreur. Ah, mais- J'ai laissé, oui, Ah, votre nom sur la carte d'identité, c'est CHE. CHE. NIS. Ouais. Ah ouais. On apprend les On choses. apprend des choses, ça c'est fou. On salue Riyad et moi je m'imprègne encore de l'endroit hein, parce que c'est C'est magnifique. génial. Attends, non seulement je vais imprimer de l'endroit, mais je vais prendre quelques... Regarde. C'est quoi ça? C'est les burgraves? C'est quoi? Les burgraves! Formidable, t'as vu?